partie de l'émission. Maintenant, on est parti sur Juice. On va rentrer dans les détails de la mission en elle-même et puis après aussi discuter des challenges que ça a été sur le point de vue thermique. Écoutez, on a la soirée devant nous pour parler de Juice et de Jupiter. C'est génial. Salut YouTube. Attends, je prends 2-3 questions du chat. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ruag, Ruag, les Méli, évidemment. Ils font des coiffes Ariane et ULA, eux aussi. Ouais, tout à fait, je crois qu'ils font des coiffes. Pour ULA, je sais pas trop. Très bien. ULA, ça ne me dit rien non plus. Je crois qu'ils ont... Attends, parce qu'il y a eu des trucs de Tori Bruno qui parlait sur Twitter qu'ils avaient justement fait déplacer Ruag aux États-Unis pour fournir des trucs pour Vulcain, je crois. Enfin, en fait, on en avait déjà évoqué que maintenant les entreprises se regroupent de plus en plus, s'achètent les unes les autres. Ouais. Et donc, on parle du groupe Ruag, qui est à la base une entreprise suisse, qui, je crois, initialement c'était le Contraves, qui est devenu ensuite Oerlikon, donc ils sont basés près de Zurich, en Suisse. Et ils ont racheté il y a quelques années Austrian Aerospace, qui était cette entreprise près de Vienne qui déjà faisait de l'électronique, mais surtout des MLI. Et du coup, maintenant, Austrian Aerospace s'appelle Ruag, et maintenant ils sont connus sous le nom de Ruag. C'est effectivement l'une des plus grandes entreprises d'isolation thermique spatiale. Une grosse partie de leur business, c'est intéressant aussi, c'est les isolations thermiques pour les appareils médicaux, notamment les IRM qui nécessitent des très forts courants pour générer ces champs magnétiques. Du coup, ils sont refroidis pour ne pas surchauffer. Je pense aussi pour que le courant électrique puisse être plus intense. Seulement, quand on a quelque chose de cryogénique et un patient allongé sur l'IRM, il vaut mieux avoir une bonne isolation. Et eux, ils fournissent des mètres carrés d'isolation dans tous les hôpitaux ou les cliniques d'Europe et probablement du monde. Comme quoi ces mondes sont plutôt liés, en fait, tout ça c'est... Oui. Enfin, il y a des applications qui se retrouvent pour les deux mondes, quoi. Mais on avait déjà parlé. Enfin... C'est l'une des fiertés des instituts qui développent des missions spatiales, comme l'ESA, la NASA, c'est de citer toutes les applications que l'industrie spatiale, que les technologies spatiales ont permis de développer pour des applications au sol humaines, comme la médecine, les textiles, d'autres technologies. L'une connue aussi qui vient un peu du monde du spatial, c'est le Velcro. Alors, le Velcro est une marque mais je ne sais pas comment on dirait en français ce qui est du Velcro. Voilà, j'appelle ça un scratch. Scratch, voilà, on peut l'appeler scratch. À la base, c'était la possibilité d'ouvrir et de fermer sans avoir à visser quelque chose ou dévisser ou enlever facilement toutes ces isolations thermiques sur des satellites pour pouvoir intervenir dessus. Donc c'est quelque chose qui a été une technologie qui a été développée d'abord pour le spatial. Alors avec on s'est inspiré de la nature probablement. Quelqu'un qui a touché des chardons, on peut voir comment ces velcro, d'où ça vient. Mais à la base, ça a d'abord été développé pour le spatial et avant d'arriver sur nos vêtements ou plein d'autres applications. Et alors, donc super parenthèse sur les technologies, excellent, c'est top. Et du coup, on en vient évidemment à la mission Juice maintenant. Comment est-ce que tu veux procéder? Est-ce que tu avais l'idée de partir vraiment général en mode qu'est-ce que c'est que la mission? On peut commencer par ça, peut-être que c'est le plus simple. Absolument, ouais. Et je vais vous faire un petit voyage d'abord. Oh yes. Un petit voyage ensemble. J'espère que ça va marcher. Donc, imaginez-vous en 2022. C'est notre première fenêtre de tir pour lancer, et on va faire un petit lancement ensemble. Donc ce que vous voyez ici, la trace, d'abord on est dans le système solaire. Vous voyez au centre vous avez le soleil,
Là, on a la planète Mercure, et le cercle jaune, c'est la planète Vénus. Donc nous, on est sur Terre, on est ici en 2022. Et la trace blanche, c'est la trajectoire de JUICE une fois qu'elle aura été lancée. Donc on vient de lancer notre sonde et au bout d'un an à peu près, on revient vers la Terre pour utiliser la gravité de la Terre pour dévier un petit peu la trajectoire de JUICE, ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Gravitationnelle. Donc du coup, le fait de d'avoir rencontré la Terre, ça nous a dévié un petit peu vers l'intérieur du système solaire. Et grâce à une super conjonction de position des planètes, on arrive proche de Vénus. Donc Vénus aussi va nous faire dévier. Donc tu disais, Corentin, que quand on travaille sur le contrôle thermique d'une mission qui par exemple va être très très loin du Soleil, comme c'est le cas de JUICE qui va aller près de Jupiter, ben, il faut aussi penser à toutes les phases qu'il y a avant. Et quand on va avec un satellite qui est fait pour le froid, tourner, faire un petit virage près de Vénus, et bien il faut aussi anticiper l'environnement très chaud que l'on peut avoir à ce moment-là. Exactement. Ouais. Donc là, on vient de faire un flyby de Vénus qui nous écarte un petit peu. Il y a une petite assistance gravitationnelle avec Vénus aussi, ou c'est juste un survol? Oui, exactement. Ouais. Voilà. Et là, c'est passé assez vite, mais ensuite, on a fait une troisième assistance gravitationnelle autour de la Terre. Et vous l'avez sûrement vu ici, je ne sais pas si je peux revenir un petit peu en arrière. Hop, on a encore une assistance gravitationnelle de la planète Mars. Alors là, ça fait quand même beaucoup d'assistance gravitationnelle. Imaginons que le lancement soit reporté, c'est catastrophique ou on a encore de la marge Non, on a plein de scénarios possibles tous les 3 à 6 mois. Okay. On a d'autres alignements de planètes et d'autres scénarios possibles. Celui-là, c'est le premier que l'on va viser en lançant dans une fenêtre de tir qui se trouve entre fin mai et début juin. Cela, il a l'avantage d'être très rapide, c'est-à-dire que, enfin ça va vous faire rire, mais c'est-à-dire que ça ne met que 7 ans et demi pour aller rejoindre Jupiter. Que l'on vient d'atteindre là dans notre simulation. Voilà, tout ça a duré 7 ans et demi. Voilà. Ça a duré 7 ans et demi. Vous avez fait un voyage de 7 ans et demi. Dans les autres scénarios, par exemple, si on a 3 mois de retard, on ne rate pas Jupiter. Il y a d'autres alignements de planètes, mais qui vont demander, je crois que si on lance en septembre 2022, on aura 9 ans de trajectoire pour atteindre Jupiter. Donc il y a attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a Kurt qui nous demandait que signifie l'acronyme de JUICE. Donc c'est Jupiter Icy Moon Explorer. Ouais, j'ai bien révisé. Thibaut qui nous dit que Vénus c'est la plus belle des planètes. On peut être d'accord avec ça. Pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, on a aussi Carole sur le chat, incroyable. C'est la famille de la capsule qui est là ce soir, c'est incroyable. Tu as fait des adeptes, je crois. Oui. Tu as ton public. Donc le report de la fenêtre de lancement 3. Et l'Oracle 31, c'est les assistances gravitationnelles EVEMEGA. Ouais. Si je me rappelle bien, ça veut dire Earth, Venus, Earth, Mars, Earth. Gravity Assist. Donc c'est un scénario, je crois que celui-là qui s'appelle EVEMEGA, c'est le scénario de base qui maintenant est illustré un peu de manière plus schématique, où on part. Alors est-ce que je peux utiliser mon petit stylo? Fais-nous un schéma. Ouais. Bon. Je rêvais de dessiner sur mes slides, mais ça marche pas. Il faut que je m'y prenne différemment. J'essayais de. Vas-y, clique là, ouais. Ouais. Ah, ça marche pas. Bon. Non, ok. Et bien, c'est pas grave. Je vais le faire avec le pointeur. Donc voilà. Là, en fait, ce que je viens d'illustrer là, c'était ce lancement en mai 2022 avec une fusée Ariane 5, probablement la dernière fusée Ariane 5 avant qu'on bascule entièrement sur Ariane 6.
Et puis on a d'abord une première 1.1, une première on recroise la Terre un an plus tard, puis octobre 2023 Vénus, puis encore la Terre le 1.3 en septembre 2024, puis rappelez-vous Mars février 2025, puis on refait encore un tour du Soleil, on revient par la Terre 1.5 novembre 2026, pour ensuite arriver quelques 3 ans plus tard sur l'orbite de Jupiter. Mais en fait, Jupiter, toute l'assistance gravitationnelle, elle est faite en 1 an et demi, quoi. Alors là, je suis pas un expert de toute la, mais je pense que une fois qu'on a quitté la Terre en 2026, tout est déjà fait, la trajectoire est tout fait. Mais je pense que c'est le cumul de tous ces ralentissements, accélérations, qui fait qu'on arrive à s'arracher de l'influence du Soleil pour aller le plus loin possible. Ouais. Alors il y a quelques questions avant de juste si je peux, oui. Il y a quelques questions. Quel serait le trajet minimum sous les meilleures conditions? Je sais pas si tu peux répondre à ça. Mais Jupiter en 7 ans, c'est quelque chose de rapide, t'as dit? Est-ce qu'on peut faire encore plus vite? 7 ans et demi, c'est le mieux qu'on puisse faire. Donc c'est une très bonne question là, de B12J. Nos amis américains, eux, ont le SLS ou vont avoir le SLS, donc qui est un lanceur beaucoup plus puissant qu'Ariane 5. Eux aussi, ils sont partis pour faire une mission autour de Jupiter. Donc nous, notre mission, elle va essentiellement se consacrer à la plus grosse lune de Jupiter qui s'appelle Ganymède. Alors que eux, ils vont aller sur une autre lune, Europa. Donc leur mission s'appelle Europa Clipper. Et grâce à ce lanceur SLS, je crois qu'en 3 ans ou 3 ans et demi, ils arrivent sur Jupiter. Donc ils ont, je sais qu'ils ont un flyby de Vénus. Mais après, ils ont tellement de vitesse initiale qu'ils arrivent à s'arracher plus rapidement que nous. Et on nous demande aussi, du coup, la dernière Ariane 5, elle n'était pas prévue pour le James Webb Telescope. Si le James Webb Telescope part en 2021 et que JUICE part en 2022 sur Ariane 5, ça voudrait dire que le programme Ariane 5 est prévu de continuer plus loin que le James Webb? Dans tous les cas, ils maintiendront Ariane 5 pour lancer James Webb Space Telescope. Puisqu'il n'y a pas d'autre choix, donc ils maintiendront toujours, ils auront toujours une Ariane 5 prête pour JWST, et ils maintiendront effectivement les équipes, le pas de tir et tous les équipements. Nous, en fait, si on a trop de retard, on peut continuer à maintenir une Ariane 5 pour notre lancement, mais on sera très vite contraint probablement par des coûts énormes pour maintenir uniquement pour nous une fusée, de basculer sur Ariane 64. Donc c'est la nouvelle Ariane 6 avec 4 moteurs, 4 boosters. Bienvenue à Hugo Lisoire qui vient de nous rejoindre sur le chat. Ah, tu vas faire un heureux, Hugo. Bienvenue, bienvenue Hugo. Tu vas faire un heureux. Ah, ça me fait plaisir parce que franchement, je sais que ça fait très très plaisir à Romain, vraiment. Non, je suis un grand fan, un grand admirateur de toutes les émissions YouTube de vulgarisation du spatial. Enfin, ces gens-là font un travail remarquable. Moi, je suis admiratif et je me régale de regarder ou re-regarder les vidéos. Puis une telle activité, vraiment chapeau bas. Merci beaucoup Hugo d'être sur le chat, ça fait très très plaisir, vraiment c'est top, merci beaucoup. Il y avait plein de questions, ça m'a un peu chamboulé. Il y avait plein de questions. Oui, est-ce que ça change beaucoup si jamais on doit justement changer de lanceur? Qu'est-ce que ça implique? A priori, les performances d'Ariane 6.4 et d'Ariane 5 sont relativement proches. En tout cas, Ariane 6.4 est faite pour pouvoir remplacer Ariane 5 avec des performances similaires. Je crois que même elle est un petit peu mieux. Donc, on aura une meilleure garantie d'être dans la bonne trajectoire. L'avantage d'être sur Ariane 5, mais ça c'est vraiment un point de vue un peu personnel d'ingénieur, c'est que c'est un lanceur qui est maintenant très très connu.
Bon, déjà, c'est quelque chose qui est maintenant fiable, mais surtout, il est très connu dans tous ces modes de vibration, alors qu'Ariane 6.4, il y a encore pas mal de choses à découvrir. On a des spécifications qui sont connues, mais c'est en cumulant les vols que l'on va mieux en apprendre sur le lanceur et du coup pouvoir un petit peu dégrossir les spécifications du lanceur. Okay. D'un point de vue thermique, pour moi, ça change pas grand-chose et c'est pour ça que je suis pas un grand spécialiste des lanceurs. Cela dit. Et Hugo est assez étonné, en fait, on dit, ou peut-être toi qui dis, mais on dit Ariane 6.4 ou 64 ? C'est toi qui dis 6.4, mais en fait, c'est quoi le jargon officiel ? J'entends, je l'entends qu'en anglais, donc c'est 6.4. J'entends Ariane 6.4. Ok. Donc c'est pour ça que je dis 6.4 ou 64. Ok. Outre les aspects ambiance de vol, James Webb doit partir sur un lanceur européen contractuellement. Je crois que oui, de toute façon. Mais James Webb ne peut pas partir autrement que par Ariane 5, je crois. Je crois aussi que c'est la contribution européenne, une des contributions européennes à James Webb Space Telescope, c'est d'offrir, de payer le lancement. En dehors je crois qu'il y a un ou deux instruments qui sont... L'Europe a fabriqué MIRI, qui a été fabriqué à l'université en Europe et qui a été fabriqué, designé à l'université de Leicester. Oui, et il y a NIRSPEC aussi qui est l'autre instrument européen qui sera à bord de JWST. Je pense que ce pas les instruments les principaux, mais effectivement il y a une contribution. Ça me permet de dire, tiens, je vais basculer là sur cette présentation-là. Pour ces gros projets scientifiques européens ou américains, donc on va parler de ce qu'on connaît, il faut voir que c'est vraiment une coopération internationale, c'est-à-dire que on n'a pas des occasions tous les ans ou tous les 5 ans d'aller sur Jupiter. Donc du coup, quand une des grandes agences comme l'ESA ou la NASA prépare une mission, déjà c'est des missions qui coûtent cher, donc les autres financements d'autres pays pour des contributions scientifiques sont les bienvenus, mais aussi les autres pays sont intéressés d'être à bord de l'aventure. Donc sur la mission JUICE, là j'ai un peu mis les 10 instruments qui représentent à la fois la géophysique, la collecte ou la mesure de particules et mesure de champs magnétiques, champs électriques, et tout ce qui est caméra, ce qu'on appelle remote sensing, avec les petits drapeaux qui représentent le leadership de chaque instrument ou le co-leadership. Donc on appelle ça Principal Investigator en anglais, PI. On voit que c'est vraiment des coopérations internationales. La majorité sont des instruments européens, mais on a un instrument entièrement américain qui est le spectrographe dans ultraviolet, donc UVS, qui lui est un héritage, je crois que c'est le 5e modèle de toute une famille d'instruments qui a volé à bord de pas mal de missions d'exploration du système solaire. Et puis on a aussi une partie d'instruments israéliens. On a l'horloge ultra stable de l'instrument 3GM qui vient d'Israël. C'est quand même pas banal. Ouais, c'est clair. Opération japonaise sur plusieurs instruments. C'est vraiment le projet international, quoi. Exactement, voilà, exactement, ouais. Alors ça m'étonne un peu, tu vois, que sachant que les Américains ont Europa Clipper, on pourrait se dire, ils vont garder leurs instruments pour Europa Clipper. C'est marrant qu'ils aient décidé d'envoyer, de contribuer sur 2 instruments sur JUICE, tu vois. Ouais, même plus, tu regardes, ils ont entièrement l'UVS, ils ont la moitié de la grande antenne de radar. Ah oui, c'est vrai, puis j'avais pas vu. Cette grande antenne de radar, je sais pas si beaucoup de gens connaissent la mission Mars Express, donc qui était la première mission européenne sur Mars, avant qu'il y ait ExoMars il y a quelques années. Il y avait aussi une coopération entre Italie et Américains pour avoir ce grand radar, cette grande antenne de radar qui se déploie
pour aller sonder un petit peu en dessous sur quelques mètres ou dizaines de mètres ou centaines de mètres des surfaces de Lune ou de Mars. Donc parfois c'est surtout qu'il y a une compétence exceptionnelle dans un pays et que on a plutôt intérêt à aller chercher cette compétence plutôt qu'à développer nous-mêmes quelque chose qu'on n'a pas forcément à ce top niveau de technologie ou de science. Mais c'est aussi que les Américains sont prêts à payer pour avoir des données aussi et partager des données ou avoir des données aussi sur Jupiter et sur d'autres missions. Et parfois on est aussi invité à participer à d'autres missions avec des Japonais, avec la NASA. On a cité James Webb, on a deux instruments européens et le lanceur qui est européen. C'est partie du partenariat global, quoi. Voilà, c'est des gens sur ces grandes missions-là. En général, il y a au moins 10% qui n'est pas européen. Et c'est en échange aussi d'instruments ou de coopération européenne. J'avais cité au tout début de l'émission Hubble, par exemple les panneaux solaires, les tout premiers panneaux solaires d'Hubble ont été faits en Hollande par Fokker, qui est maintenant devenu Airbus en Hollande. Et il y en a un qui est exposé à l'Estec d'ailleurs. C'est ça. Tout le monde passe à côté, mais c'est la pièce maîtresse de l'Estec et personne ne le voit. Mais je souhaite à tous les gens qui auront l'occasion de visiter l'Estec d'aller voir ce panneau solaire de Hubble où on voit les impacts de débris sous une grosse plaque de plexiglas. Il est exposé sur un des murs et on voit les quelques impacts de particules volantes, de micrométéorites ou de débris spatiaux qui l'ont partiellement endommagé. Ouais. Et alors il y a Carole qui nous disait que la France a fourni un réseau de diffraction sur UVS apparemment. Oui, et la France alors contribue aussi au radar RIM en fournissant le simulateur de surface. C'est une très bonne remarque parce que ici je ne signale que on va dire les pays leaders sur ces instruments scientifiques, mais derrière chaque instrument, derrière chaque senseur, il va y avoir un composant allemand, il va y avoir une contribution française, italienne, suisse. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça va beaucoup plus, la coopération scientifique va beaucoup plus loin que ces quelques pays qui sont évoqués là. Là, tu as montré juste qu'on appelle les maîtres d'œuvre et après tu as... Voilà, c'est les principaux. En général, pour chaque mission scientifique, pour chaque instrument, il y a un professeur qu'on appelle le principal investigator, le PI. Parfois, il y a des co-PI, mais en fait, derrière, il y a énormément d'autres contributions, d'autres universités. C'est tellement de petits bouts très très sophistiqués que je crois que je pense que l'intégralité des pays européens peuvent dire qu'ils ont fait quelque chose pour une mission comme JUICE. Alors, est-ce que tu veux revenir quelques slides en arrière, voir un peu où est-ce qu'on était ? Pour revenir quelques slides, on va faire un premier aperçu du satellite. Donc, on est vraiment dans de la grosse taille de satellite. Hein. C'est pour ça qu'il faut un lanceur comme Ariane 5. Il faut rappeler que c'est une mission large de l'ESA. Hein. Oui, voilà, c'est la première mission large, donc classe L. De l'ESA, donc 6 tonnes au lancement. Parmi les 6 tonnes, c'est intéressant de savoir que au moins 3 tonnes et demie, je crois, enfin l'ordre de grandeur c'est ça, c'est facilement 3 tonnes et demie, ne sont que du carburant, que des propellants et de l'oxidizer, donc les deux constituants pour faire la propulsion, qui va permettre notamment de freiner à l'arrivée de Jupiter. On arrive assez vite sur Jupiter, mais si on ne fait rien, on ne fera que passer par là. Donc on a pas mal de carburant. La partie scientifique, puisque j'ai parlé de tous ces instruments en début, sur les 6 tonnes, je crois qu'elle représente quelque chose comme 300 kg seulement, quoi.
Donc 6 tonnes de satellites, il n'y a que 300 kg de pilotes, ce qui est quand même énorme. Envoyer 300 kg de 300 kg d'instruments autour de Jupiter, c'est ouf, mais il faut 6 tonnes, faut en envoyer 6 tonnes pour pouvoir faire ça, quoi. Ouais. Et souvent, on demande mais très bien, vous allez vous poser sur Ganymède, tout ça. Non, on ne fait que tourner, on n'a même pas de quoi se poser. Ça sera encore de la. Il n'y a pas d'atterrissage, non, bien sûr. Ouais. Non, il n'y a pas d'atterrissage. C'est vrai qu'on a vu quelques missions, notamment sur Mars, avec des petits modules pour atterrir. On connaît la mission Rosetta qui est fantastique et qui a eu ce petit atterrisseur Philae. Non, nous on a uniquement de l'observation à distance. Voilà, excuse-moi, Aidendal qui nous demande si la propulsion est hypergolique. Hypergolique, c'est quoi? Moi, je connais les ergols et tout ça, mais je connais pas hypergolique. Tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est. Pour Précise ta question, Aidendal. On reprendra ta question quand elle sera précisée. Pour moi, on a du NO3 et MMH qui sont les deux constituants assez classiques. Donc, c'est de la propulsion chimique. Ouais. Un gros moteur 400 newtons, donc c'est celui vraiment qui nous fait le freinage et quelques changements de trajectoire en cours de route. Sur les 7 ans et demi, il y a une trentaine de fois où on va devoir utiliser ce moteur. Et après, on a des plus petites tuyères pour faire soit en backup, si jamais on perd le moteur principal. C'est pas quelque chose qui est complètement exclu avec toutes les micrométéorites qu'on peut rencontrer dans le système solaire. Et puis après, on a des plus petits moteurs pour juste faire des déviations très rapides de changement d'attitude du satellite en cas d'urgence. S'il faut vraiment rechanger l'attitude parce qu'il est en train de se dévier dans le mauvais sens, en particulier quand il va aller dans le monde vers le monde chaud, là, vers Vénus ou même au-delà. Et alors, on nous dit dans le chat que hypergolique, ça veut dire mélange de carburant qui ne nécessite pas un allumage électrique ou pyrotechnique. C'est-à-dire que le seul contact des deux mélanges permet l'allumage, si j'ai bien compris. D'accord. Il s'allume spontanément au contact. Voilà, je pense que c'est ce cas-là, exactement. Okay. Voilà. Excellent. Et oui, donc tu disais justement que lorsque vous allez, lorsque la sonde va passer autour de Vénus, qui sera en son cas chaud extrême, elle va devoir s'orienter, je suppose, pour placer peut-être l'antenne vers Vénus et se protéger et s'en servir comme un bouclier. Voilà, exactement. Donc dans le scénario que j'ai présenté, on va autour de Vénus et ensuite on s'en écarte. Dans les scénarios différents pour des dates de lancement plus tardives, notamment si on lance en septembre, on a la malchance, ou malheureusement pour le thermicien, on va aller encore plus proche du Soleil que Vénus, c'est-à-dire qu'on va couper un peu la trajectoire de l'orbite de Vénus pour aller un peu plus près du Soleil que Vénus ne l'est. D'accord. En termes de flux, on va aller, donc rappelez-vous, la moyenne sur la Terre c'est 1350 watts par mètre carré. Quand on va sur Vénus, on n'a plus que 50 watts par mètre carré. Et sur Vénus, Jupiter. Vénus, grosso modo, c'est 2500 watts par mètre carré. Ouais. Et nous, on peut aller jusqu'à 3300 watts par mètre carré. Ok. Très bien. Alors, ouais, vas-y. Ouais, le fait d'être sur Jupiter où il n'y a plus que... Donc on est 5 fois plus loin du Soleil que la Terre ne l'est du Soleil. Donc c'est au carré, on a 25 fois moins d'énergie solaire autour de Jupiter. Donc si on doit parler en termes de flux, on a plus que 50 watts par mètre carré. Donc comme on n'a pas de générateur nucléaire d'électricité, ce qu'ont utilisé certaines sondes américaines, par exemple Galileo qui est allé autour de Jupiter il y a quelques dizaines d'années, eh bien on doit avoir d'immenses panneaux solaires. On a quasiment 90 mètres carrés de panneaux solaires, donc déployés des deux côtés. Donc l'envergure... Ouais, est-ce que tu peux nous... genre juste un rectangle là de panneaux solaires, il fait quelle dimension par quelle dimension? Un rectangle, je pense que c'est facilement 3 mètres 50. Je pense que c'est 3 mètres 50 et la hauteur,
Je pense que ça doit être 1 mètre 50 à 2 mètres. Je dirais facilement que c'est à peu près du 2 par 4. Faut bien s'imaginer que c'est colossal. Hein. C'est 30 mètres d'envergure, 7 mètres de haut. C'est colossal comme truc. Voilà, ouais. Cette taille de panneau solaire, finalement, elle n'est pas si exceptionnelle parce que la plupart des satellites de télécommunication qui nous rediffusent la télé, la radio, Internet depuis l'orbite géostationnaire ont des énormes besoins de puissance pour capter les ondes et surtout les amplifier et les renvoyer immédiatement sur Terre. Et du coup, c'est des gros consommateurs d'énergie. Et les panneaux solaires sont un peu hérités de ces satellites de télécommunication. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Oui, bien sûr. Ce qui est nouveau, c'est d'essayer de booster leur efficacité pour ne perdre le moins possible dans l'environnement relativement très lointain du Soleil qu'est Jupiter. C'est aussi d'avoir des panneaux solaires. Il faut imaginer que Jupiter est un monde extrêmement nocif de radiation. En fait, dès qu'on s'éloigne de la Terre, on n'a plus la protection de champ magnétique de la Terre, donc il y a des particules cosmiques ou solaires qui sont bombardées. Mais Jupiter, avec sa taille, sa gravité, a tendance à attirer et accélérer toutes ces particules nocives. Par ailleurs, il y a aussi des lunes volcaniques, Io, qui est la plus proche de Jupiter, qui régulièrement a des éruptions et balance pas mal de particules en orbite autour de Jupiter. Donc c'est un monde extrêmement nocif. Je crois qu'on m'avait dit que si on mettait un pied sur Ganymède, sans compter l'environnement qui n'est pas vraiment chaud, en termes de radiation, un homme mourrait en quelques heures, quoi. En gros, c'est Tchernobyl. On est dans un environnement aussi nocif qu'une centrale nucléaire. Donc, faut tout blinder. Ouais, faut tout blinder et tout protéger, tout pour penser avec ça. Il y a Carole sur le chat qui nous dit que les 90 mètres carrés de panneaux solaires, ça fait rêver les Parisiens. ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, donc, toutes les technologies à bord ont dû être pensées et designées, protégées de ces radiations extrêmement nocives. Je pense aux électroniques, aux panneaux solaires, mais tout à bord est protégé. Exactement, voilà. Donc du coup, on a le concept de coffre-fort qui est quelque chose qu'on trouve aussi sur d'autres missions qui vont vers Jupiter. Donc en fait, dès qu'on peut regrouper des électroniques ensemble qui peuvent être éloignées des instruments ou alors des électroniques pour la plateforme, pour le bon fonctionnement du satellite, on va mettre ça dans des coffres-forts blindés avec du plomb. Pour les protéger de ces radiations et espérer qu'elles tiennent quelques années, qui est à peu près l'objectif de la mission. Je montrais dans une slide précédente, on arriverait en 2029 autour de jusqu'en 2035. Et c'est peut-être les radiations qui petit à petit flingueront une partie du satellite, qui fera qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. De 2029 à 2035, t'as dit ça saccadé un petit peu. Oui, ouais. Ça, ok. Alors tu parlais, tu avais un point très intéressant. Tu parlais là de venir dans la partie chaude de la trajectoire, être face au Soleil et relativement proche. Effectivement, on a ce grand disque blanc qui est l'antenne grand gain qui va communiquer toutes les données avec la Terre et recevoir les données de la Terre. Elle est aussi conçue pour être un bouclier thermique pour le satellite, en particulier quand il va être proche de Jupiter et même proche de Vénus et même au-delà. Donc le satellite sera pointé face au Soleil. Toute la partie face au Soleil, une grande partie sera à l'ombre de cette antenne blanche. L'autre partie, ce n'est que de l'isolation thermique. Il n'y a pas d'instrument qui dépasse. Si un instrument doit dépasser, il a un petit écran pour le protéger du soleil, en tout cas dans la mesure du possible. Et les panneaux solaires dans la partie la plus proche du soleil seront inclinés légèrement avec un angle, je crois, de 60 ou 70 degrés. Pour éviter que le soleil tape directement dans... Voilà, exactement, pour ne pas faire cramer, surchauffer les panneaux solaires.
et on aura largement assez d'énergie, c'est pas le problème. Ils sont designés pour fonctionner à Jupiter, on peut se passer de 30 ou 20% quand on est très proche du Soleil. Ouais, exactement. Ouais. Et, alors, les instruments, on a vu. Les instruments, voilà. Ah oui. Je peux montrer un peu quelques images d'instruments. Voilà, ça va se stabiliser. Donc ça, c'est justement c'est l'instrument UVS pour spectrographe ultraviolet, qui a été le premier instrument. C'est le premier instrument qui a déjà été livré pour le satellite. Donc ils l'ont livré en avance de tout le monde. C'est aussi qu'ils avaient une énorme maturité dans leur instrument. Donc les instruments, grosso modo, c'est des instruments qui font entre 10 et 50 kg. Il y en a des petits, il y en a des plutôt gros. Et grosso modo, c'est entre 50 cm jusqu'à les plus gros instruments font presque 1 mètre. Mais on est plutôt dans des instruments qui font 50 cm. Donc là, c'est le spectromètre, c'est ça? Donc, est-ce que tu peux rappeler ce qu'il observe, ce qu'il regarde? Alors, donc le spectromètre, donc il va observer essentiellement Jupiter, un petit peu les lunes, mais lui, il est surtout intéressé par Jupiter, parce que la mission de JUICE a pas mal d'éléments, c'est très lié à l'observation des lunes, mais l'observation de Jupiter fait partie aussi de la mission. Donc oubliez un peu tout ce qui est rouge, c'est en général des parties de l'instrument qui sont uniquement là pour le manipuler ou pour le protéger au sol. Donc on a deux grosses poignées rouges qui évidemment vont être démontées une fois mis sur le satellite. Et ce qui est intéressant, c'est cette petite porte rouge qui elle aussi va être enlevée. Donc là c'est l'entrée de l'instrument. Il faut imaginer qu'en fait toute la partie intérieure ici, ce sont plusieurs jeux de miroirs, de grilles qui vont capter l'image et ensuite la diffracter pour pouvoir l'analyser. Et ensuite on a toute la partie, donc c'est un instrument qui est très compact, où toute la partie détecteur va se retrouver sous ce petit boîtier là. C'est pour ça qu'il a une petite porte d'accès pour tout ce qui est test. Okay. Et en fait, la partie à droite, là où on voit que c'est plutôt aluminisé et même blanc, ce sont les électroniques de proximité et de traitement de l'image. Donc c'est un instrument qui est tout en un, il a tous ses optiques, sa détection et les électroniques de contrôle et d'analyse. Tout est inclus dans ce boîtier-là. Robin qui nous demande, est-ce qu'il y a un spectromètre de masse à bord? Parmi la liste des instruments. Spectromètre de masse. Donc, si je comprends bien, ce sont pour analyser des particules et les peser. Oui, on a des instruments qui vont capter des particules qui pourraient se trouver en orbite autour des lunes. Donc, je vais peut-être montrer cette image-là. Donc, en fait, toute l'expérience PEP. J'attends qu'elle arrive. J'ai un petit peu, voilà, ça y est, elle est arrivée à l'écran. Donc l'expérience PEP, c'est ce qu'on appelle des instruments in situ, c'est-à-dire qu'elle fait des observables sur place en captant, collectant toutes sortes de particules. Et effectivement, il y a, si je ne me trompe pas, 6 capteurs différents qui sont placés à différents endroits du satellite, et certains sont spécialisés pour les ions, d'autres pour les protons, d'autres pour les électrons, d'autres ont un champ très large, d'autres un champ plus réduit. Donc oui, là-dedans on fait de la spectroscopie de masse. Ok. Je te laisse continuer sur ce que tu avais envie de présenter après. Absolument, donc là je vais vous montrer 2 autres images d'instruments, et donc ça va être les seules images où je suis dessus. Donc à gauche on a la partie télescope et radiateur, donc il n'y a pas l'électronique, d'un instrument qui va observer les ondes submillimétriques, donc c'est Subwave Instrument, SWI. Donc il y a un gros réflecteur qui a la capacité de regarder à droite à gauche, donc il y a des mécanismes qui permettent de faire tourner ce réflecteur vers la droite ou vers la gauche. D'accord.
Les images sont reflétées sur un tout petit miroir qui est le miroir secondaire qui est en bout du bras, donc, qui ressemble un petit peu à une petite tour Eiffel là. Ouais. Et l'ensemble de ce télescope avec ces deux miroirs, lui aussi il peut basculer en élévation pour aller chercher des zones qui ne seraient pas forcément directement dans le champ de vue. D'accord. Voilà. Et ensuite, tout en dessous de ce boîtier-là, il y a toutes sortes il y a des miroirs, des grilles et des électroniques pour analyser et traiter ces ondes submillimétriques. La partie intéressante pour moi, c'est cette partie qui est juste devant moi en noir, là, une espèce de plastique noir avec quatre petits pieds. Qu'est-ce que c'est? C'est le support de l'instrument? Non, en fait, c'est vraiment un radiateur, donc ça va être légèrement déporté par rapport à l'instrument. Et on voit cette partie blanche, la partie blanche ici, qui est ce qu'on appelle un thermal strap, donc c'est une tresse de conduction thermique faite en carbone. Carbone pyrolytique, donc c'est une nouvelle technologie très très haute condition. Ça permet en fait de profiter d'une très grande surface ouverte vers l'espace, donc il va être très très froid, et qui a une capacité de rejeter beaucoup de flux vers l'espace froid, et de coupler cette partie-là avec une tresse thermique à des composants qui ont besoin d'être refroidis, très très froids. Ouais. Pour limiter le bruit dû à la température quand ils vont analyser le signal reçu par le télescope. À quelle température ce radiateur et cet instrument? Le radiateur, il va descendre à moins 150 degrés. Ah ouais, non mais c'est quasiment de la cryo là, à ce niveau-là. Okay. On est dans la cryo passive, ouais. Ouais, on est dans la limite de ce qui peut se faire en cryo passive, ouais. Intéressant. Voilà. Et donc en fait, là ça se passe au Max Planck Institute à Göttingen en Allemagne. Et moi je venais en tant que support expert thermique des protections thermiques, des couplages thermiques pour ce radiateur-là, puisque c'est un radiateur qui est à moins 150 degrés, mais il est monté sur une structure qui est elle rattachée au satellite. Et le satellite, il est plutôt dans des températures moyennes, quoi. Oui. Les structures vont descendre, tout va pas rester à 20 degrés évidemment, mais ça descendra à moins 20, moins 30. Donc ça fait quand même plus d'une centaine de degrés de différence. Donc on a intérêt plutôt à bien isoler pour ne pas perdre de la chaleur, ou en tout cas prendre de la chaleur du satellite qui n'est pas souhaitée pour refroidir certains composants. Super intéressant. L'image à droite, tu nous montres l'image de droite là qui est donc bon, là j'ai complètement enlevé le décor parce que je l'avais inclus dans une autre présentation. Donc là en fait c'est une maquette du boom, du très très long bras qui se déploie en dessous de JUICE. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui va se déployer en 3 morceaux. La totalité du boom fait 11 mètres de long. Donc on a vraiment un bras qui se déploie de 11 mètres. Et encore une fois, comme tu l'avais expliqué pour Swarm, c'est avant tout pour éloigner des magnétomètres. Exactement, voilà, exactement. Donc là on est complètement en bout du satellite. Je reviendrai tout à l'heure sur une image un petit peu plus large du satellite pour situer ce boom, ce bras déployable. Donc effectivement, sur ce bras déployable le plus loin possible du satellite, on a 4 magnétomètres et une antenne qui va déployer d'autres petits bras pour le champ électrique, et en fait les autres instruments sont des magnétomètres. Alors les magnétomètres, ils n'ont pas besoin de voir l'espace, ils n'ont pas besoin d'avoir un champ de vue. Eux, ce qu'ils vont sentir, ce qu'ils vont mesurer, c'est le champ magnétique qui peut passer évidemment à travers les isolations thermiques. Donc ce sont ces petits boîtiers qui sont à l'intérieur. Moi j'interviens quand il faut les isoler, ou en tout cas vérifier leur isolation. C'est très très rare de mettre la main à la pâte comme je le fais dans cet exemple là. Là on travaille sur une maquette, hein. Moi je n'oserais pas toucher d'aussi proche un modèle de vol, en tout cas sans l'autorisation. Et donc là on est sur des espèces de pouponnières, enfin de cocons de MLI pour isoler ces magnétomètres.
Alors j'en avais déjà parlé je crois qu'on en a parlé même la semaine dernière, mais là on a des MLI noires. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont noires ces MLI sur ce bras? Alors, naturellement, ça serait pas le meilleur choix d'avoir une MLI noire, surtout pour un satellite qui va aller vers Vénus dans sa trajectoire et même au-delà, parce que le noir absorbe énormément le flux solaire. D'autre part, il a aussi la capacité de rayonner en infrarouge ce flux absorbé, mais au final, quand on équilibre ce qui est absorbé, ce qu'on peut rejeter, ça reste quand même un matériau chaud. Mais ce boom-là, je pense que je vais aller sur la photo suivante. Donc là, c'est un petit zoom sur le corps du satellite de JUICE. Nous, on parlait de ce boom-là qui fait 11 mètres. Il est vraiment dans le fond de l'image, donc il paraît plus petit. Le fait qu'il soit légèrement incliné, il n'est pas complètement face au soleil. Vous voyez, là, j'ai indiqué ici la direction du soleil pendant la trajectoire, en particulier quand on va proche de Vénus. Le fait qu'il soit incliné, on reçoit un petit peu moins de flux solaire. Donc la température peut monter très haut. On est facilement à 150 degrés en surface. Mais c'est acceptable par les matériaux. Alors pourquoi noir? Parce qu'en fait toutes les MLI, toutes les isolations sont du plastique. Les plastiques, c'est pas un conducteur électrique. Et quand on fait des mesures de champ électrique ou de champ magnétique, on est très embêté par toutes les petites particules électriques, les électrons, les protons qui peuvent se faire piéger en surface et qui soit vont rester, soit vont s'accumuler et qui vont produire des champs électriques, des champs magnétiques indésirables qui vont représenter du bruit dans la mesure scientifique. Donc pour ça, en fait, les scientifiques nous demandent d'avoir des matériaux extérieurs qui conduisent l'électricité de sorte que si un électron vient sur la surface extérieure, par exemple la MLI, du fait de la conduction électrique, il va tout de suite aller à la conduire par tout un jeu de tresses électriques à la masse du satellite, de sorte que l'intégralité du satellite, en tout cas ses structures intérieures et extérieures... Qu'il n'y ait pas de différence de potentiel entre les deux, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Et c'est d'autant plus important que, tu l'as dit, il y a un environnement radiatif extrême, donc c'est des ceintures de radiation chargées d'électrons et de protons, donc de particules électriquement chargées, dans lesquelles se balade la sonde. Donc c'est important que non seulement ce bras soit avec des MLI noirs, mais en fait toute la sonde est couverte de MLI noirs, si je ne m'abuse. Pas entièrement, en fait. Pas tout. Non, en fait, on a très peu de noirs. La majorité des MLI extérieurs sont un capton noir, mais qui a un revêtement supplémentaire qu'on appelle du stamet, qui est un peu l'équivalent du germanium pour ceux qui connaissent. Donc le stamet, c'est un alliage métallique qui est conducteur électrique, mais qui permet d'abaisser l'absorptivité solaire du matériau. Et ça, c'est un matériau qui coûte extrêmement cher, qui est produit aux États-Unis. Malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'aller s'approvisionner aux États-Unis, et c'est parfois très difficile parce que il y a des restrictions d'export, il faut des licences, tout ça. Mais là, au moins, c'est un matériau qui rabaisse par sa couleur l'absorptivité. Par contre, il coûte 4 fois plus cher que le capton noir. Ouais. Donc dès qu'on peut ne pas l'utiliser pour des raisons de coût, on va utiliser du capton noir. Donc sur le boom de JUICE, là sur cette image, on le voit pas très bien, mais lui il est noir parce qu'il peut encore rester noir grâce à son inclinaison. Cette surface là qui est bien exposée, puisque l'antenne qui fait aussi un bouclier thermique ne recouvre pas toutes les MLI. Et bien là, on a mis ce capton un petit peu spécial. Et alors, on demande pourquoi. Enfin, est-ce qu'il y a un avantage du stamet par rapport au germanium, comme tu disais? Oui, alors je vois qu'on a des auditeurs qui connaissent bien. Ouais. C'est à peu près le stamet est quelque chose de relativement nouveau qui a pour but de remplacer le germanium, parce que le germanium a un très mauvais comportement à l'humidité quand les satellites sont stockés au pas de tir en salle blanche.
on a souvent constaté que le germanium, s'il n'était pas protégé, il s'oxydait ou il avait un aspect un petit peu dégoûtant, et du coup il fallait souvent changer le revêtement. Donc il y a vraiment une volonté, un effort d'éviter le germanium sur nos revêtements de satellites. Le germanium à la base, mis à part avoir une absorptivité solaire faible et une très bonne conduction électrique, il a été surtout utilisé sur les satellites pour des radomes d'antennes, parce que le germanium est transparent aux ondes radio. Donc on peut mettre un plastique avec du carton avec du germanium. Ouais. L'antenne continuera à fonctionner, elle aura perdu un petit peu en gain, mais elle continuera à fonctionner et elle aura une très bonne protection thermique. Sur JUICE, on n'a pas fait ce choix-là d'avoir un radome au-dessus de l'antenne, parce qu'on était suffisamment confiant qu'on pouvait développer des peintures blanches électriquement conductrices et qui puissent refléter suffisamment le flux solaire sans vieillir, sans noircir, sans jaunir. On apprend plein de trucs, hein. C'est trop bien. Je savais pas ça du tout. Ok. Qu'est-ce que tu voulais nous présenter juste après? Ah, mais t'avais des petites animations. Oui. Ouais. Eh bien, on peut faire un petit saut de projet si tu veux. Vas-y. Voilà. Pour finir, je vous montre la photo la plus récente de notre satellite. Voilà, ça c'est une photo qui a été prise. On est à Airbus Friedrichshafen, là où l'essentiel de l'intégration va se passer. Et on a déjà toute l'ossature et la propulsion qui est installée sur notre satellite. Donc en fait, ici, on a l'un des deux gros bidons d'ergol qui se trouve à l'intérieur d'un immense tube structural qui est toute la colonne vertébrale du satellite. Ici, on a des petits bidons là, qui ont une couleur orange. En fait, c'est parce qu'ils ont des protections de mousse qu'on enlèvera avant de fermer le satellite, donc c'est pas leur couleur normale. Et ça, ce sont des bidons d'hélium qui servent à pressuriser, à maintenir une pression très élevée dans les réservoirs pour que les ergols aillent bien au fond du réservoir, vers là où on veut les envoyer dans la tuyauterie. On voit pas mal de MLI aluminisés, parce que là c'est que les parties intérieures du satellite. Elles verront jamais le soleil, du coup. Le soleil, voilà. Et puis ici, on voit un de ces coffres forts là. Pour l'instant, il est vide à l'intérieur, mais ça on va l'ouvrir, on va mettre tous les boîtiers électroniques dedans. Donc ça, c'est ce coffre fort avec renforcé avec des panneaux de plomb. C'est là-dessus que les instruments vont être montés. Alors là, c'est pas un optical bench, c'est pas un banc optique, c'est uniquement un coffre-fort pour les boîtiers électroniques qui sont beaucoup plus sensibles qu'un télescope. Finalement, n'est pas très sensible aux radiations. Donc là, on va dire c'est la partie électronique qui peut être déportée des instruments. En fait, les instruments, ils seront placés à l'opposé, mais par des câblages. Enfin, déjà, on a deux coffres-forts de 2 volts, mais par le biais des câblages, on peut tout relier ensemble. Et puis pour revenir un peu sur la partie thermique, en fait, il faut imaginer que tout ce boîtier-là et tout ce coffre-fort est complètement fermé. Et pourtant à l'intérieur, on va avoir 10 à 15 boîtiers électroniques qui dissipent parfois pas mal de puissance. Donc en fait, ils sont tous reliés par des caloducs à l'ammoniac qui cheminent le long de ce coffre-fort, de ce volt. Et ensuite qui viennent se répartir sur ce grand panneau blanc là qui a une forme un petit peu bizarre, mais c'est pour maximiser la surface disponible. C'est le radiateur. Et ce blanc, c'est le radiateur, exactement, Corentin. C'est par là qu'on va rayonner grâce à une peinture blanche assez émissive, donc qui a une forte capacité à émettre dans l'infrarouge. On va rayonner toute la puissance excessive qu'on veut rejeter pour pas surchauffer les électroniques. Alors, il y a pas mal de commentaires. Hein. Déjà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un beau bébé. Et toi, tu as eu la chance d'aller le voir, Romain. J'ai eu la chance d'aller le voir. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise par Airbus juste
quelques jours avant, mais j'ai été dans cette salle-là pour justement inspecter les MLI. Donc j'aime bien cette photo parce qu'on voit la dimension du satellite par rapport à un homme, un opérateur. Moi j'y suis allé pour inspecter les MLI intérieurs, parce qu'après quand on va fermer et rajouter d'autres équipements, ils seront plus du tout accessibles, plus du tout visibles, et il faut pas laisser une erreur. Donc il y a beaucoup d'inspections, beaucoup de... Parce que là on parle vraiment de l'étape finale. Enfin là c'est vraiment chaque opération qu'on fait sur ce modèle-là, c'est l'opération finale entre guillemets. Exactement. C'est vraiment le modèle de vol. C'est le satellite qui va voler. C'est une bonne transition parce qu'en fait ce satellite c'est tellement délicat, tellement nouveau, et tellement avec un environnement thermique tellement particulier, stressant, particulier, qu'on a, dans le développement du satellite, on a démarré par d'abord fabriquer une maquette qui est vide à l'intérieur, qui est creuse à l'intérieur, mais par contre toute la partie extérieure est représentative des isolations thermiques. Même forme, même composition, même matériaux, même revêtement. Pour savoir comment tout ça se comporte, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est une première vérification sur maquette à l'échelle réelle de la capacité d'isolation thermique de toutes nos MLI. Parce que Herschel, on parle vraiment de 50 mètres carrés de MLI extérieur. C'est phénoménal. On fait voler une bonbonnière c'est ça. Voilà, on fait voler une tente en fait. Il y a très très peu d'ouverture pour les instruments, il y a juste ce qu'il faut, très peu de radiateurs, parce qu'en fait on a plutôt tendance à vouloir garder la chaleur pour le satellite, et tout le reste c'est de l'isolation. Donc on a fait ce test là dans l'immense cuve sous vide de l'Estec en Hollande. Ouais. Et voilà, ça, on en a parlé un peu avec Thierry la semaine dernière, mais bon, je le redis ici parce qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, mais ouais, t'as d'autres photos, c'est génial. C'est la plus grande cuve à vide thermique d'Europe, 10 mètres de diamètre, 10 mètres de haut, avec un simulateur solaire, donc qui est capable, avec un miroir énorme, avec plein d'hexagones qui sont capables en fait de concentrer le flux solaire. Et même que maintenant il y a un bras articulé qui peut permettre maintenant au satellite de bouger pendant le test et de simuler donc son attitude par rapport au soleil. Le soleil reste fixe et le satellite va venir bouger pour simuler comment le satellite tourne au cours de l'orbite, et simuler que bien tout fonctionne vraiment comme prévu. Mais c'est colossal comme installation. On a la chance d'aller la voir en travaillant à l'ESA. Et si vous visitez un jour, vous aurez peut-être la chance, pendant les portes ouvertes aussi peut-être. Mais c'est top, c'est incroyable comme installation. Voilà, donc là, ça illustre la photo que je viens de mettre, illustre exactement ce que tu dis. On voit, on est sur la face arrière du satellite, donc il regarde le simulateur solaire. Ce qu'on voit en fait, c'est surtout ces miroirs paraboliques faits de plein d'hexagones, parce que toute la géométrie est ajustée selon le profil de flux que l'on veut générer. Et le générateur solaire est fait d'un maximum de 19 énormes ampoules au xénon, qui sont dans une petite chambre derrière dans ce tunnel. On voit bien ma souris, ouais. Qui passe par là, qui éclaire ce miroir. Et ensuite on a un faisceau qui peut être jusqu'à 3-4 000 watts par mètre carré, mais on a su faire beaucoup plus pour des missions comme Solar Orbiter, dont on a parlé au tout début de l'émission, ou Bepi Colombo, qui est la mission en partance vers Mercure, Mercure. Donc là, nous, on va utiliser ça. Et en fait, il va revenir en janvier prochain à l'Estec. Là, et pour l'instant, il est en intégration. Ah, voilà. C'est ce que j'allais y venir. Mais oui, elle va revenir. Là, une fois que le satellite sera complètement intégré, terminé, il va venir faire ses tests ici. Voilà, il va revenir. Donc le vrai, pas la maquette, le vrai, avec tous les équipements, les instruments, et on va lui refaire quasiment un peu plus d'un mois de tests, où on va tester tout le fonctionnement des équipements, des instruments ensemble, en simulant
des missions, des scénarios de missions, des observations, et le tout en fait on va jouer avec l'environnement. Donc là c'est plus ma partie d'ingénieur thermique, c'est jouer avec l'environnement pour simuler les environnements très froids, les environnements chauds quand on est dans la partie de la trajectoire vers Jupiter. Et effectivement, on a ce bras articulé qui va permettre de faire bouger le satellite comme si c'était comme s'il était en orbite autour d'une lune ou d'une planète. Pendant ce mois-là, avant le vol, c'est vraiment le satellite sera au plus proche de ses conditions orbitales. Aucun test auparavant avant celui-ci ne représentera aussi bien l'environnement du satellite. Même, alors, on peut parler en termes thermiques, mais rien qu'en termes le fait de l'emprisonner dans une cuve, de mettre le vide dans une cuve qui est tellement énorme, et juste d'allumer en étant connecté au satellite que par des câbles. On est comme si il est comme s'il était dans l'espace en fait. Il est inaccessible une fois que la cuve est fermée. On espère que ça marche quoi. On espère que ça marche parce que sinon il y a des moyens évidemment en cas d'urgence si ça marche pas évidemment, mais de par exemple repressuriser la cuve très rapidement ou quoi. Mais concrètement c'est un environnement où le satellite est seul et c'est là qu'on commence à flipper je suppose. Hein. Ouais, c'est un des instants de vérité pour le satellite, effectivement. C'est le test le plus réaliste, le plus proche de sa mission, en tout cas, y compris de sa trajectoire. On parlait de ce cachot quand on passe par Vénus, vers Jupiter. Il faut voir il y a toute une batterie de tests sur les satellites. Hein. On les fait vibrer, et ils sont soumis à des ondes acoustiques pour simuler un petit peu ce qui se passe au lancement. Mais le test thermique est vraiment le test crucial du fonctionnement du satellite. Le geek nous demande si le satellite est testé avec le plein des ergols, mais je ne crois pas, non. Non. Les bidons sont vides, ou remplis, en tout cas remplis d'hélium en général. Et non, on ne fait jamais de test avec le plein des ergols. Les ergols sont remplis au dernier moment en Guyane. Et thermiquement, ça n'a pas de. Enfin, c'est très découplé en fait du satellite. Ça rajoute de l'inertie quoi, mais c'est pas. Voilà, ça n'aurait pas. Alors, on sait modéliser vide ou plein. Ça n'aurait pas un grand intérêt. Effectivement, ça apporterait plutôt beaucoup de masse. Rappelez-vous, on parlait de 3 tonnes et demie de carburant. Donc ça amènerait plutôt de la masse qui n'est pas forcément la bienvenue. Il faut aussi imaginer que tout ça, c'est suspendu pour leur faire rentrer dans la cuve à une grue qui a un bras articulé qui n'a pas forcément envie d'avoir 3 tonnes et demie de plus. Donc on a plein de bonnes raisons, et notamment la sécurité de ne pas avoir ces ergols. Ce sont des ergols extrêmement nocifs, toxiques. Hein. C'est une fuite parce que c'est représentatif, mais ça reste quand même on reste avec une interface mécanique, donc on n'est pas totalement représentatif des conditions en orbite parce qu'il y a quelque chose qui est attaché. Les panneaux solaires ne sont pas déployés parce qu'on peut pas mettre 30 mètres de diamètre de panneaux solaires déployés là dans cette cuve, dans aucune cuve au monde d'ailleurs. Donc on a des moyens de simuler ces environnements numériquement, de faire une modélisation qui prend en compte tous les systèmes d'équipement au sol, et qui ensuite vont nous permettre de corréler les modèles orbitaux. Si tu m'interromps si je me trompe, mais je pense que ça se fait comme ça. On fait le test avec une simulation dédiée, un modèle dédié qui prend en compte la cuve, sa forme, le fait que ça soit attaché, le fait qu'il n'y ait pas les panneaux. On fait le test, on compare avec cette première simulation, et les paramètres qu'on vient de corréler, on vient les remettre dans notre modèle en orbite, quoi. Comme ça, on sait comment ça fonctionne en orbite. Voilà, exactement, tu as très bien résumé. Il faut voir que le satellite est fait de plein de morceaux qui s'assemblent au fur et à mesure. Et en général, chaque morceau individuellement a déjà été testé en vibration, en sous-vide, des cyclages thermiques, plein de misères et de tests. Donc,
Donc normalement tous les morceaux ont déjà été validés, mais c'est la première fois qu'on va valider ensemble le fonctionnement global de tout ce système extrêmement complexe. Ouais, c'est super intéressant. Et ça a lieu début d'année prochaine, c'est ça? Voilà, ça c'est pour l'instant, c'est janvier, ça sera l'ESTEC en janvier. Donc le satellite arrivera un petit peu avant, en fin de cette année, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. J'espère, Corentin, que tu auras l'occasion de venir le voir. J'espère aussi. Bon, je sais pas si j'aurai encore mes accès à ce moment-là, je sais pas. Il faudra que tu me fasses rentrer, Romain. J'avais une dernière image, mais après on peut aussi prendre des questions ou on peut changer de sujet. Bien sûr. Et je voulais montrer cette image. On est aussi sur des tests de validation thermique. Donc là, c'était il y a 2 ans, en 2018. C'est aussi une maquette du bras déployable. Donc c'est juste un tiers du bras déployable, le boom, avec les 5 instruments scientifiques qui sont bien emmitouflés dans leur MLI. Et comme leur comportement thermique dépend essentiellement de la qualité de l'isolation de la MLI, et qu'on a énormément d'incertitudes sur le bon comportement et la bonne efficacité de ces isolations, qui d'un côté peut voir le soleil, de l'autre l'espace froid, du coup en fait le mieux c'est de le tester. Si c'est très en avance dans le programme, on a le temps de faire une maquette. Et donc là c'est ce qui a été fait. Donc là on est dans une cuve à vide. Je crois que celle-là elle fait facilement 3 mètres de diamètre, il me semble. Elle doit faire facilement 5 mètres de profondeur. Ah ouais. Et là, pour simuler le soleil, comme faire un simulateur solaire un peu comme à l'ESTEC, soit c'était pas disponible, soit c'était beaucoup trop cher pour ce type de test. On a fait tout simplement avec des lampes, on appelle ça infrarouge, mais enfin elles émettent aussi beaucoup dans le visible, mais bon, essentiellement dans l'infrarouge. Donc il y a une vingtaine de lampes, hein. Ça peut être un peu comme les lampes halogènes qu'on avait dans les salons à une certaine époque, avant que les LED n'arrivent. Et puis on a quelques centaines de watts qui éclairent notre morceau de satellite avec les senseurs scientifiques, la MLI. Et puis si vous voyez depuis le bout là, toutes les câbles, les fils qui pendouillent, tout ça c'est des thermocouples, donc c'est des petits senseurs de température. On avait plein de cheveux. Allô? Pardon. Ouais, toujours là, toujours là. Je disais, oui, il y a plein de fils. Voilà, et bien tout ça en fait c'est des thermocouples. On en avait une bonne centaine, donc en fait on vient soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, selon il y a plein de choses que l'on a besoin de connaître la température. Et en fait on les laissait juste tomber vers le sol. Ensuite ils étaient récupérés pour aller sur des connecteurs pour sortir de la cuve. Mais donc ça montre que pour faire cette expérience, on a une centaine de thermocouples, sachant qu'en vol, on aura 2-3 mesures de température au mieux sur chaque instrument scientifique là-dessus. Donc toutes les informations, il faut les prendre maintenant pour bien connaître le comportement de notre objet, parce qu'en vol c'est trop tard, quoi. Déjà en vol on n'a pas toutes les mesures que l'on peut, parce que chaque mesure c'est de la masse, c'est de la donnée scientifique qu'il faut transmettre, donc on ne peut pas transmettre tout ce que l'on veut. Donc du coup les tests sont faits pour ça, pour bien cerner, pour bien comprendre comment la technologie marche, surtout quand c'est des choses un peu nouvelles. Donc là on imagine bien, voilà, on met en place un test pour un tiers du bras. Il faut imaginer que chaque instrument, chaque élément critique dans le satellite subira la même chose individuellement, sera testé, qualifié, être sûr que ça fonctionne dans les températures extrêmes, et ensuite on assemble tout. On peut même faire des tests avec des groupes, des petits groupes d'instruments ou des petits groupes de choses si c'est nécessaire. Ouais. Mais on assemble tout et on reteste le tout assemblé une fois que tout fonctionne ensemble, quoi. Et donc on fait des tests tout le temps.
Et c'est intéressant, moi je trouve que c'est intéressant cette image justement pour montrer qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de contourner les contraintes qui vont être liées à l'orbite. Là, et typiquement, mettre des lampes pour simuler le soleil. On pourrait aussi mettre par exemple des réchauffeurs de Kapton ou des choses comme ça pour venir simuler des choses. Exactement, alors c'est mieux d'avoir un élément chauffant extérieur pour simuler le soleil. L'inconvénient de ces lampes infrarouges, c'est qu'elles ne génèrent pas exactement le même spectre de lumière que le soleil. Là, dans notre cas, comme tout est noir, finalement, que ce soit de l'infrarouge, du proche infrarouge, du visible, on absorbe tout. Si on avait eu un matériau blanc, ça ne réagirait pas pareil. Et là, cette simulation avec des lampes infrarouges nous poserait un petit peu de problème d'interprétation des résultats. Ça serait envisagé de prendre des lampes du coup dans le visible, ou est-ce que c'est vraiment possible? C'est le xénon en fait, c'est ce qu'utilise par exemple la grande chambre de vide à l'ESTEC. Ce sont avec des ampoules de xénon qui génèrent à peu près un spectre très très similaire à celui du soleil. Et ce que je veux dire, c'est que est-ce que ces lampes au xénon sont aussi manipulables et adaptables que des lampes infrarouges ou des choses comme ça? Elle coûte beaucoup plus cher. Il semblait que c'est des lampes qui sont achetées au Japon et qui coûtent, je sais plus, entre 15 et 20 000 euros. Ah non, c'est déjà une bonne petite voiture pour juste une ampoule. Hein. Elle est garantie pendant un certain nombre d'heures, mais au-delà, ils garantissent plus qu'elle va pas tomber en panne. Donc on n'a pas envie non plus de faire un essai, d'avoir une lampe qui tombe en panne et qui nous modifie complètement le stimulateur solaire, la répartition des flux, et du coup nous gâcher un bel essai. Donc du coup en général on rachète des ampoules, si vraiment on va être sûr de nous, on rachète des ampoules. Le geek nous dit que le xénon n'est pas vraiment pilotable, leur puissance est peu voire pas modulable. Je crois que c'est tout à fait vrai et du coup on joue avec ça surtout dans le grand simulateur solaire où en fait on a un nombre fini de lampes qui est tout le temps allumé et on joue avec la concentration du rayon grâce au miroir hexagonal où on peut concentrer le flux sur une plus ou moins grande surface, ce qui fait qu'on a plus ou moins de flux solaire. Il y a tout un exercice de calibration aussi de ces lampes. Avant de mettre le satellite, on met un grand écran blanc où on mesure presque chaque pixel pour restituer le flux, éventuellement modifier un petit peu la forme des miroirs. C'est des semaines de préparation physique sur le matériel et des mois de calcul avant pour avoir la bonne répartition. Avec ces lampes infrarouges, ça a été beaucoup plus simple parce qu'on a un peu plus l'habitude, mais il faut savoir ce qu'on fait. C'est pour avoir la bonne interprétation, il faut savoir ce qu'on fait. Je pense qu'on va pouvoir prendre des questions. Je vais pas te retenir beaucoup plus longtemps, mais s'il y a encore quelques questions, on sera ravis d'y répondre. Mais je pense pas qu'on se lance sur un autre sujet. On avait potentiellement des slides backup sur Airshell, des choses comme ça. Mais là, je pense qu'on a déjà fait une émission très intéressante. On refera une autre capsule. Prochaine fois. S'il y a des questions là sur Juice, sur les tests thermiques. Là, je vois Alexandre arrive, un tiers du bras et la chambre est déjà pleine. Ben oui, t'as tout à fait raison. C'est que on va jamais tester le bras complètement déployé sous vide en fait. Donc on peut le tester que par un tiers. Quand il sera sur le satellite, donc on a dit le satellite va être testé dans l'ensemble au mois de janvier prochain. Et ben le bras il sera monté sur le satellite mais il sera replié, donc c'est pas la même configuration quand on va faire de la science. Évidemment le bras a été testé déployé en salle blanche pour faire les déploiements, il y a plusieurs essais, c'est très spectaculaire, mais sous vide jamais, donc c'est aussi une partie de risque que l'on doit accepter de ne pas pouvoir tout tester l'intégralité du système du satellite. Oui, exactement. Et je crois que le geek vous avait posé une question aussi. Est-ce que tu sais, sur le simulateur solaire du LSS, là, de la grande cuve, jusqu'à combien de constantes solaires on peut aller? Ils sont allés jusqu'à 10 constantes solaires. Donc c'est 10 fois le flux qu'il y a sur Terre pour Solar Orbiter.
Ah oui, pour Solar Orbiter qui a été testé ici et du coup ils ont voulu concentrer. Okay. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les 19 ampoules, j'imagine, au maximum de leur puissance. Je pense qu'il me semble que c'est 500 ampères qui passent dans chacune des ampoules. Et en fait, ils mettent les miroirs de sorte que le flux soit beaucoup plus concentré. Donc on a un faisceau qui est un peu plus étroit. Ouais, c'est ça. Et du coup, il éclairait quand même toute la surface du bouclier de Solar Orbiter. C'était assez, comment dire. Oui. Je pense que la quasi-intégralité du bouclier thermique de Solar Orbiter était éclairée. Solar Orbiter est pas aussi grand que JUICE. JUICE fait 4 mètres de haut. Donc là, sur la photo, on a vraiment 4 mètres de haut. Imaginez à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de large et 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur. Le bouclier de Solar Orbiter, ça serait plutôt quelque chose qui fait du 2 mètres 50 par 2 mètres 50. Je ne connais pas exactement les dimensions, mais il est un petit peu plus modeste, donc ça rentre plus dans un flux un peu plus concentré. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes encore intrigué? Parce que là, j'ai l'impression qu'on va devoir terminer l'émission avec sans toi, Romain. Je ne vais pas te retenir trop longtemps, mais je crois que nos viewers adorés vont vouloir que je regarde un C'est pas sorcier en direct. donc je vais faire ça à la fin de la soirée. Romain, écoute, je pense qu'il n'y a pas plus de questions, hein. Tout le monde nous dit que c'était très intéressant, que c'était super, merci, que c'était top, trop bien. Écoute, Romain, j'ai envie de te dire merci énormément. Je suis ravi, on a eu des discussions super. On a eu évidemment, je suis très content qu'on ait eu Hugo et Vincent. J'espère que ça t'a fait plaisir. Oui, entre deux, mais je crois l'ensemble des auditeurs, j'avais toujours un œil sur le chat. C'est vraiment des gens qui ont l'air passionnés, de très bon niveau de connaissance spatiale, et je suis ravi d'avoir partagé avec vous un petit peu du métier, d'une passion et merci Corentin de faire cette capsule, c'est une super initiative. Merci à toi d'avoir accepté de venir et d'avoir pris le temps de préparer, parce que c'est de la préparation aussi. Et j'ai passé un super moment, Romain. C'était un vrai plaisir. Peut-être une dernière question. Est-ce plus simple ou plus compliqué de créer un système de contrôle thermique destiné à une sonde volant plus loin du Soleil que la normale, entre guillemets, orbite de la Terre? Je pense que plus on s'approche du Soleil, plus ça devient compliqué. Ouais, ça peut être la règle. Hein. Ouais. Après, en fait, l'espace froid, qu'on soit loin ou quand on tourne le dos au Soleil, donc ce qui est le cas d'une face ou vraiment de 5 faces du satellite qui peuvent ne pas voir le Soleil, qu'on soit proche du Soleil ou loin du Soleil, l'espace froid est le même. Par contre, là où ça complique, c'est quand on commence à s'approcher, à avoir plus de flux. Ce qui devient encore plus compliqué, c'est de tourner autour d'une planète ou d'une lune qui va réfléchir le flux solaire, qui elle-même émet dans l'infrarouge du flux. Donc Mercure, Vénus, c'est le cas, mais surtout Mercure. Donc oui, les missions les plus compliquées en thermique, je dirais que c'est Bepi-Colombo, Solar Orbiter. JUICE c'est challenging, mais c'est challenging dans le sens où il faut absolument pas perdre des watts, parce que chaque watt est précieux vu les grands panneaux solaires et surtout la distance au Soleil. Mais on peut aussi trouver des exemples de missions thermiquement très compliquées, même en orbite autour de la Terre. Dépendant, on l'a vu la semaine dernière, on parlait de missions cryo. On a des missions, même sur des points de Lagrange ou des choses qui sont thermiquement plutôt stables. Tu peux avoir des challenges thermiques extrêmes à l'image de la mission Athéna par exemple, ou des télescopes spatiaux. Mais c'est des challenges thermiques qui viennent non pas de l'orbite, mais plutôt des instruments et de la contrainte que les instruments mettent sur le satellite, quoi. Absolument, ouais. Donc, et multiplier les instruments aussi
qui ont chacun leurs contraintes différentes, rend la mission aussi plus compliquée. Ouais. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci encore Romain, merci encore une fois. Et puis voilà, j'ai envie de. on se dit à très bientôt parce qu'on va continuer de travailler ensemble. Et puis je te remercie encore une fois d'être venu. Merci au chat d'être venu. Et puis je te dis à bientôt Romain. À très bientôt. Passe une bonne fin de soirée. Et puis on se retrouvera sur d'autres sujets très intéressants, peut-être même la semaine prochaine, si tu veux assister dans le chat. La semaine prochaine, on aura Isabelle qui viendra parler donc de Gaïa et des segments sol dans les missions spatiales. Incroyable. Donc Isabelle que tu connais aussi. Ouais. Et voilà. Au revoir Romain. Salut. Au revoir. Salut à tous. Je cherche mon bouton. Voilà, ça y est, nous sommes de nouveau entre nous, mesdames et messieurs. La semaine prochaine, donc on reçoit ID Ariane qui est sur le chat. Donc ah non, si c'est ça, oui. Attends, je me trompe pas. Oui, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Oh là là, le planning incroyable. Oui, c'est ça. Incroyable, un pas de géant pour Pauline Delande. Merci beaucoup Pauline, merci. Écoutez mesdames et messieurs, c'était incroyable comme émission, c'était fou. J'ai passé un super moment. Romain, il parle tellement bien, il est passionné, il vulgarise trop bien. Oh mais quoi? Un pas de géant pour le geek, Terra qui a offert 3 abonnements pour la chaîne, mais c'est incroyable, ça y est, on va arriver à 15 sur 15, on va arriver à une émote. De devoir faire une émote, vous allez me faire travailler. Oh là là, mec, incroyable, les subs, merci Terra, merci. Ludo, bienvenue, mais pluie de Cocopog dans le chat, j'ai juste envie de dire pluie de Cocopog, voilà. Des subs random, merci Terranian, Sniper, c'est ouf, merci beaucoup. Vous avez été si généreux aujourd'hui, c'est fou. C'était encore une mission super top, franchement. Restez, on va regarder un C'est pas sorcier en live. À bientôt YouTube, salut, à mercredi prochain pour la capsule.